Bonjour tout le monde. Ahlalikoum. C'est Rachid Andalousi, architecte. Bienvenue. C'est Driss Fedral, président du conseil régional de Andalousie. Chers membres du conseil de Communicom, les architectes, les étudiants à Ahlalikoum Communicom. Nous sommes fiers de vous recevoir, Communicom, à Tanja. Spécialement si Rachid Andalousi qui vient aujourd'hui nous parler de son expérience riche. C'est un exemple pour nous tous, aussi bien les architectes que les étudiants, les futurs architectes que nous avons qui sont parmi nous aujourd'hui. Je vais être très bref, parce que ce qui est intéressant, c'est ce qu'il nous parle, c'est son expérience, de ce qu'il a réalisé, et je le prends comme un exemple. Un exemple non seulement comme architecte, mais aussi un exemple d'élégance. D'élégance non seulement dans son comportement, mais aussi dans l'architecture qu'il nous propose, mais aussi dans une élégance morale aussi, de comment se comporter dans la société et vis-à-vis de nos clients, vis-à-vis de nos promoteurs et de l'ordre que nous avons. C'est très important, c'est une leçon à laquelle j'invite à inviter tous les présents. Et sans plus, je donne la parole à Si Hakam, qui va nous présenter plus précisément la carrière qu'il y a ici Rachid Andalousi. Nous avons donc le plaisir de recevoir l'éminent architecte casablancais, M. Rachid Andalousi, qui a choisi le thème « Fragments d'architecture » pour sa conférence où il présentera ses réalisations sous un angle différent, en s'attardant sur des morceaux d'architecture et des moments de réflexion où nous tous, concepteurs, soucieux du détail, nous retrouverons sur l'enchaînement. Adepte d'architecture contemporaine et sensible à la sauvegarde de notre héritage immatériel et architectural, Rachid Andalousi est membre fondateur et ancien président de l'association Casa Mémoire, ayant marqué son mandat par l'inscription de la ville de Casablanca comme patrimoine mondial auprès de l'UNESCO. En 2009, il a été désigné par le journal international Jeune Afrique comme l'une des 50 personnalités les plus influentes au Maroc. Puis en 2010, l'hebdomadaire français L'Express l'a placé dans la liste des 100 qui font bouger le Maroc. L'œuvre de l'architecte Rachid Andalousi est une fierté et une source d'inspiration remarquable. Parmi ses réalisations les plus notoires, qui portent sa signature ou sa co-signature, la Bibliothèque nationale de Rabat, la médiathèque de Prince Bandar Ben Sultan à Asila, le Grand Théâtre de Casablanca, la Cité des Arts et de la Culture des Sawera, le musée Maghrib à Agadir, le centre hospitalier universitaire d'Agadir et le centre hospitalier régional de Tétouan, qui ouvrira ses portes prochainement, l'institution du médiateur du Royaume du Maroc, le siège de la trésorerie générale du Royaume et le palais de justice de Rabat. À Casablanca, la fameuse tour siège de la Banque centrale populaire, et j'avais dit le théâtre de Casa, et d'autres projets. Donc la conférence commence tout de suite et sera suivie d'un échange avec vous, les étudiants et les professionnels, vers 11h30. Puis sera clôturée aux alentours de midi. Donc je donne la parole à notre invité, Rachid Andalousi, et je vous demande de l'applaudir. Je voudrais tout d'abord commencer par remercier le Conseil d'ordre du Collège régional des architectes de Casablanca, son président, M. Moumoun Mouftar, pour son invitation. Aussi, je voudrais remercier le binôme Hakam Mahmoud et Sir Mahmoud Waïd pour leur invitation, le responsable de l'école privée des arts et métiers, du design et de l'architecture. Je voudrais aussi exprimer toute ma gratitude, mes remerciements, mais aussi ma joie d'être là ici devant vous et d'être invité à Tanger pour pouvoir partager avec vous des moments, des fragments de vie d'un architecte et des fragments aussi de parcours. Effectivement, on a choisi de parler de fragments d'architecture parce que l'architecture, c'est une somme de détails, c'est une somme de fragments. L'architecture elle-même est un fragment
par rapport à une ville, à une urbanisation. Donc l'architecte est très présent dans l'espace urbain. Sa tâche et son empreinte est très partagée par tout le monde. L'architecture est un acte public à partager avec tout le monde. De tout temps, l'architecture a voulu être et a aspiré à être universelle. Elle est effectivement universelle depuis l'Antiquité. Donc on a vu comment, depuis l'Antiquité, l'architecture s'est parfois répétée, redynamisée, mais apporter aussi des empreintes de son passage par rapport au local. Donc la définition de l'architecture, elle est aussi universelle, mais aussi une définition surtout locale. L'architecture est globale, mais aussi locale. Donc le grand philosophe Léopold Veruglio avait défini et a écrit un ouvrage qui parlait de ce dialogue, ce rapport entre le local et le global, en parlant de local. Effectivement, cette aspiration d'universalité, c'est ce qui a été aussi pour moi le maître mot au niveau de l'architecture. Aussi, Casablanca pour moi a été une ville très très inspirante. À l'éveil, au regard qu'on pose sur la ville, à l'analyse finalement, lorsqu'on est étudiant en architecture, la ville devient elle-même un enseignement. Casablanca porte en elle un patrimoine architectural très riche, au même titre que toutes les villes du Maroc, les villes de la modernité. Tanger, on est aussi une tête de pont justement de cette architecture moderne, la ville internationale, la ville mythique qui a été la tête de pont un peu des villes et qui était la ville internationale par essence, la ville de la création, la ville de l'avant-garde, la ville de Pauls, la ville des grands philosophes, la ville de la grande révolution des jeunes, à travers le mouvement hippie qui est né à Tanger, sans parler bien sûr de tout le mouvement de la peinture, de la croix, Matisse, et finalement le grand américain Francis Bacon, qui ont tous séjourné à Tanger. Tanger a changé aussi la palette des peintres à travers le travail de Matisse et à travers aussi ce matériau dont le Maroc jouit aujourd'hui et que les architectes sont obligés de faire avec. C'est cette lumière exceptionnelle du Maroc. Voilà quelques ingrédients et des fragments d'éléments qui ont été aussi un bagage, un matériel, des outils de travail qui m'ont permis justement d'affronter cette architecture sans oublier de parler de tous mes professeurs, de tout mon parcours, de mon professeur Eduardo Gaggiano qui a été pour moi une orientation et une direction et un enseignement permanent. Il est vrai qu'on est tous et tous les jours en train d'apprendre, en train d'être formés par nos expériences, nos rencontres, nos échanges, les informations aussi, et aussi par rapport à mon expérience d'enseignant à l'École nationale de Rabat, où j'ai eu des moments d'apprentissage auprès de mes étudiants. Donc c'est ces gens qui nous permettent tous d'avancer dans ce métier. Ceci étant, pour cette introduction, je ne serai pas très très long et je passerai justement à donner une description de comment les choses s'expriment, l'expression architecturale, l'écriture architecturale. Donc je commencerai d'abord les années 90, les débuts de mon expérience. J'ai eu mon diplôme en 85, j'ai rallié quelques cabinets en France, j'ai travaillé en France, je suis rentré au Maroc en 86, j'ai aussi travaillé dans des cabinets d'architecture
Et à l'âge de 34 ans, j'ai décidé d'ouvrir mon cabinet. Je me sentais déjà mature, déjà porteur d'éléments armés pour pouvoir affronter l'architecture, le commanditaire, comme disait Monsieur le Président, et d'attaquer. Il est vrai que je commence par les villas, un exercice très particulier. La villa, je pense, pour tous nous, architectes que nous sommes, c'est le laboratoire, c'est le lieu où on expérimente des choses qui pourraient nous emmener vers de grands projets. La villa, pour moi, c'est du sur-mesure, c'est de la haute couture, similaire à la haute couture. C'est pas à travers l'architecture de la villa qu'on pourrait avoir une certaine rentabilité économique dans nos cabinets, mais la rentabilité d'enseignement est encore plus grande parce qu'elle nous fait avancer et elle nous prépare à pouvoir affronter des situations beaucoup plus, je dirais pas dans la complexité, mais dans sa dimension diverse. Donc la villa, c'est une villa. Bon, j'ai parlé de Casablanca en tant qu'élément inspirateur important pour moi. Donc j'ai regardé, j'ai vu Casablanca, j'ai milité, je suis membre fondateur d'une association Casamoma pour la défense du patrimoine, la défense et la préservation du patrimoine architectural du XXe siècle de Casablanca. Certains disent que c'est un patrimoine colonial, non, c'est un patrimoine plutôt marocain qui est sur nos terres. Je compare souvent au patrimoine architectural les legs du Maroc, des Arabes, des musulmans en Andalousie, en Espagne, qui a fait justement le bonheur de l'Espagne au niveau touristique. Et donc, aujourd'hui, l'Espagne est un des pays leaders au niveau du tourisme. Il reçoit plus de 70 millions de touristes par an. Et ces touristes sont venus pour découvrir les plages, le littoral de la Méditerranée espagnole, mais grâce justement aux visites qu'ils ont fait dans l'Andalousie pour voir cette architecture merveilleuse, extraordinaire, qui n'est pas européenne, qui vient d'ailleurs. Et justement, les Espagnols ont su se réapproprier cette architecture. Un Espagnol ne te dira pas que ce sont les Marocains qui ont pris. Il te dira, nous les Espagnols, c'est notre architecture, c'est notre produit, et c'est notre au-delà, c'est notre identité. Donc ils se sont appropriés cette architecture. C'est ce dont on avait et on continue à militer à Casa. Donc Casablanca, justement, cette architecture art déco, moderne, là on est un peu dans l'école beaucoup plus, c'est pas de l'art déco, c'est du Bauhaus, c'est l'école carrément Bauhaus de Weimar. Et il y avait un bâtiment d'hôtel d'enfants qui a été démoli en 1964 et je voulais le rendre hommage lorsque j'étais pas loin du site de la démolition d'une villa à Anfa à Casablanca et ça m'a servi d'inspiration et d'aller un peu du côté et traverser ce mouvement pour le voir et le regarder qui est le Bauhaus et de réaliser. Donc ça m'a inspiré, ça a donné une maison, mais justement à chaque fois on me demande où est-ce qu'elle est l'architecture locale. Elle est universelle, d'accord, mais elle est locale parce que c'est une architecture qui est plutôt une architecture qui regarde l'extérieur, qui est en symbiose. C'est le rapport entre l'intérieur et l'extérieur. On est à l'intérieur tout en étant à l'extérieur. C'est le cas des riads. Le riad, on est dans un lieu fermé, avec une centralité, un patio, qui définit d'abord, comme disait Hassan Fathi, le patio représente le bout du ciel privé du propriétaire. C'est-à-dire que lorsque vous êtes dans un riad et vous regardez le ciel, cette partie du ciel vous appartient à partir du moment que vous posez le regard. Et là aussi, c'est le rapport à la nature, donc une villa ouverte, qui aussi définit la manière de donner des vocations au lieu, comme disait le grand philosophe et architecte Louis Kahn, qui prenait des additionnements des espaces qui ont la même dimension mais qui pourraient devenir tout autre chose, à chaque fois une fonction différente. Et dans sa philosophie, Louis Kahn, il disait qu'il voulait donner à chaque espace
ce que l'espace lui dicte d'être. Donc, je suis rentré dans cette dialectique, justement, permanente entre extérieur, intérieur, ce que les espaces demandent à être. Et puis après, donc, le jardin devient ce qui devait être justement le patio. C'est ces arcades qui définissent le jardin, et ces arcades deviennent des jardins suspendus qui limitent Là, on passe rapidement à toute autre chose, à une villa à Rabat qui pour moi, le propriétaire me demandait d'avoir une villa, c'est un privé qui est une villa aquatique. Donc, j'ai toujours un peu ce souci de prendre les mêmes espaces, les mêmes dimensions, et d'en faire à chaque fois des fonctions différentes. Là, on est dans la partie nuit avec les chambres, la chambre principale, le lit donne sur le jardin. En ouvrant les fenêtres, on a en face le jardin toute une villa ouverte avec des baies vitrées, un salon familial, disons dans la partie nuit, et puis après 3 chambres d'enfants et une relation avec le sous-sol puisque la maison est en rez-de-chaussée. Il y a justement une rupture et aussi un franchissement, un pont qui relie les deux disons, sous-ensembles de cette villa. Nous avons la piscine parce que le maître d'ouvrage était un nageur, il voulait nager, donc je lui ai fait une piscine semi-olympique, mais à 3 mètres de large. Donc c'est un couloir de nage, il voulait nager, il a un couloir de nage avec une dimension demandée. De l'autre côté, j'ai plutôt un jardin aquatique avec des plantes aquatiques. Là, c'est l'entrée de la maison, et puis après la partie jour avec les salons, le salon très libre, cheminée, ouverture, sur justement des terrasses ouvertes, à garage, cuisine, etc. Donc voilà la villa à partir du bout de la piscine, qui encore une fois dans cette même philosophie, les espaces sont identiques, mais à chaque fois avec des fonctions très différentes pour un peu vous donner un nom à cette... Je l'appelle un peu de station-service. Hein. C'est comme une station-service. Il y a le bâtiment et après, vous avez ces auvents métalliques pour protéger justement la terrasse et jouir de ce jardin. Je donne un coup de zoom de l'immatérialité de ce pont immatériel puisqu'il est entièrement vitré, qui nous permet encore une fois, sans arrêt, d'être en contact permanent avec la nature, avec l'extérieur, avec le ciel, puisqu'il est entièrement, bien sûr, c'est une ossature métallique, mais entièrement vitrée, qui relie les 2 parties de la maison. Voilà, de l'intérieur, ce que ça donne. Donc, il traverse le bassin, et puis après, pour aller pour la partie nuit, donc pour vivre un peu les ambiances de la maison, la partie intérieure, toute une architecture linéaire, une architecture minimaliste, la limite japonisante. Je suis tout bavardage dans l'architecture. Je suis pas contre, mais je n'ai aucune sensibilité par rapport à tout ce qui est de l'ordre de l'ornement. Adolf Loos, le grand architecte, bien sûr autrichien, disait que, mais ça c'est l'extrême, il disait que l'ornementation de l'architecture était un crime. Mais bon, en tout cas, je ne considère pas que c'était un crime, c'est un crime, mais c'est un cache-misère aussi. Donc voilà un peu le jardin aquatique dont je vous ai parlé, l'entrée de la maison, le marquage de l'entrée, mais aussi la structure métallique. Effectivement, c'est une structure, un peu de toiture, plutôt mixte, béton et métal. Je passe à la villa, disons, casablancaise aussi, mais plutôt très marocaine pour moi, moderne, des lignes très épurées, minimalistes, avec une façade à la marocaine, donc une façade plutôt aveugle, avec une seule lucarne. On voit très bien dans les Médina, que ce soit à Tanger, Rabat, Fès ou Marrakech,
l'architecture marocaine est une architecture introvertie et avec une façade souvent aveugle. Voilà, donc c'est une villa de 600 mètres carrés, dont le jardin autour d'une partie de la maison. La partie construite et la partie ouverte. Donc toute la maison est vitrée avec des poteaux qui portent la maison pour chercher la légèreté et mettre encore une fois le rapport à la maison. Je considère que c'est une villa complètement marocaine, mais en négatif, c'est-à-dire que la villa méditerranéenne avec passion, elle est vide de l'intérieur et la périphérie est pleine. Et là, c'est une maison négative, le milieu est plein, le milieu, disons, est plein, et toute la périphérie est en jardin. L'essentiel, c'est de mettre en rapport la maison avec son environnement naturel et verdoyant. Voilà ce que ça donne, donc un salon. On n'a pas besoin de terrasse parce qu'on vit au fait dans une terrasse protégée. Nous avons bien sûr ce qu'il faut, le vitrage est là, qui court le long de la villa, avec des poteaux métalliques, la salle à manger, le salon. C'est un lieu très très ouvert. Et voilà, donc de ce qu'on voit avec une double hauteur, la halqa, donc on appelle halqa al-Maghribiya, donc avec une double hauteur, et puis après une maison très 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 simple, on le voit beaucoup, et je suis toujours devant une grande admiration quand je rentre dans des riads à Rétouan, où tout est blanc. On a l'impression d'être dans un mausolée à chaque fois dans ces belles villas. C'est très très inspirant. On a choisi de mettre un marbre noir réfléchissant. On a l'impression d'être sur l'eau, donc, qui est dans un espace petit de villa. On aspire toujours à avoir plus grand. Le dédoublement de l'espace se fait à travers un plateau de support miroitant. Voilà un peu la double hauteur avec un passage qui relie les deux corps du bâtiment. Donc on retrouve plus ou moins un peu les mêmes langages, la même écriture, la même grammaire architecturale avec des escaliers ouverts sur la maison qui montent tout en reprenant le devant de la maison, avec un petit salon marocain. L'expression marocaine est toujours présente, toujours avec des touches un peu un salon qu'on a choisi pour le maître d'ouvrage de Zahedi. Une dernière villa à Marrakech. Je pense que la villa est très importante parce qu'elle exprimera aussi comment l'évolution va se faire. Donc, c'est une villa, encore une fois, marocaine, parce qu'on ne voit pas trop la façade. Et la façade n'est que, pour moi, l'expression de ce qu'il y a à l'intérieur, mais on ne voit que des fragments. La porte est là, elle est monumentale pour marquer l'entrée, et on ne voit que des fragments d'architecture. Quand je vais à Cabo Negro, ici à Rétouan, et que je vois ce qui a été fait, donc c'est un village touristique de villégiature qui a aujourd'hui plus de 30 ans d'âge, mais on ne voit pas d'architecture. On voit de la végétation, il y a un petit bout blanc qui sort de la végétation, c'est toute la beauté. Je pense que c'est l'ensemble le plus beau du nord du Maroc, parce que finalement on ne voit pas l'architecture, on voit que des séquences de l'architecture à travers la végétation, et c'est ce qui est très recherché, et c'est ce qu'on voit à travers un peu cette image, donc de maison, mais de l'intérieur très très ouvert, avec des doubles hauteurs, toujours l'expression des barboses, le lien à l'extérieur. Je vais aller plus vite pour pouvoir passer d'autres choses. Toujours des piscines pour permettre, c'est une piscine qui fait 50 mètres, pour pouvoir permettre au maître d'ouvrage d'exercer son sport préféré. Là, je pars tout de suite vers les équipements culturels. Et là, je voudrais parler d'Acela rapidement. Donc, le jour, on n'était pas encore dans les concours, au jour où Benaïssa, qui est président de la fondation d'Acela, le forum d'Acela, avait fait appel à moi pour faire
une médiathèque à Asséla. Donc, j'ai demandé un programme, il dit non, fais-moi une bibliothèque, médiathèque. Et bien, j'ai dit, monsieur Benessa, il était ministre des Affaires étrangères, il me faut un programme, il me dit, mais tu es architecte, tu dois sortir ton programme toi-même. J'ai profité du fait qu'il soit. J'avais déjà fait une expérience, mais très petite, c'était une expérience à l'ISEM, l'Institut supérieur des études maritimes à Casablanca. Et j'avais peu d'éléments pour pouvoir affronter un équipement aussi important et culturel, et qui deviendra un élément quand même fondamental au niveau de la constitution structurelle de la ville. J'ai demandé à Sénégal ça, donc si je devais faire un programme, c'est de faire, j'ai listé un nombre de bibliothèques à travers le monde à visiter. C'était pour moi une occasion inédite pour pouvoir le faire, et c'est ce qu'il a accepté, et j'ai fait au moins 8 à 20. Je voulais voir Dexter de Louis Kahn. J'ai vu celle de bibliothèque de Mitterrand, de France plutôt, de la bibliothèque de France. J'ai visité plein de bibliothèques j'étais à Amsterdam, j'étais dans plusieurs pays, et je suis revenu quand même avec un programme. Monsieur le ministre, il voulait complètement avoir une architecture marocaine. Donc il m'a pris un jour, il y avait un tribunal, il m'a dit je veux cette architecture avec des tuiles, avec des arcades. J'ai dit écoutez, je vais peut-être donner l'expression des arcades, mais pas d'arcades. Je suis contre les arcades, par contre je ne suis pas pour plutôt les arcades, parce que ça ne reflète en rien notre identité architecturale, parce que on est dans on verra par la suite, donc on reprendra la discussion à propos de cette architecture. Donc j'ai exprimé donc une architecture plutôt, contrairement à tout mon traitement, une architecture à la verticale, à l'extérieur. Donc là, on est un peu dans le façadisme. On voulait exprimer d'abord ce qu'il y a à l'intérieur, mais aussi lui donner une architecture qu'un responsable exprime avec ses outils de compréhension et d'expression. Donc, quand même, j'ai fait quelque chose de très horizontal, mais avec une bibliothèque, avec un partage au niveau du porche. J'ai essayé de travailler avec les matériaux locaux à travers les édiges, etc. Donc, voilà, ça c'est l'entrée, c'est toujours pour moi un équipement, c'est un lieu qui doit appartenir au public et qui impose le fait d'être dans la continuité de la rue. Et je privilégie d'inviter les gens à continuer, c'est-à-dire cette belle transition entre l'intérieur et l'extérieur, comme il se fait, surtout dans le Nord, parce que les meilleurs urbanistes, contrairement à tout ce que Henri Prost a fait à Casablanca, Rabat, à Meknès, pas à Marrakech, il a bien traité, c'est cette transition qui n'a jamais été une réussite entre l'intérieur, entre la Médina et la ville moderne. À Rabat, vous avez vu la ville ancienne en face de la ville moderne. C'est deux éléments qui se regardent comme des chiens de faïence. Ou alors, regardez ce qui se passe aussi à Casablanca. On a une confrontation violente entre le passé et le présent de deux villes, l'ancienne Médina et la ville moderne. Mais à Tétouan, les urbanistes de Tétouan sont d'une subtilité dans leur travail extraordinaire et remarquable. Quand on est à l'Ingency, le quartier moderne de Tétouan, et on se dirige vers la Médina, et bien dans cette balade, dans cette 2 fois de parcours, on ne sent pas quand est-ce qu'on a quitté les modernes pour aller vers le traditionnel, et c'est une transition la plus parfaite et la plus belle. Et justement, c'est ceci qu'on recherche aussi, c'est de rentrer à travers une place vers l'intérieur sans sentir la différence, tout en restant dans des espaces très lumineux. Donc la lumière qui vient de cette lumière zénithale avec un escalier monumental très présent. Un escalier, c'est une sculpture pour moi dans un bâtiment qui doit être l'élément un peu qui nodal.
et un peu élément vedette. Bien sûr, là, on a des salles de séminaire, et là, on va arriver vers une salle de conférence de 700 personnes, pour ceux qui connaissent la médiathèque nationale, avec une vue avec la double hauteur, toujours cette notion un peu de ria, de patio ouvert sur le ciel, donc avec une lumière zénithale, la lumière qui s'invite toujours dans nos bâtiments. Et je vous ai dit tout à l'heure, ces matériaux avec lesquels on doit travailler tous, c'est la lumière, c'est inviter cette lumière marocaine, tout en lui donnant les moyens d'être diffuse, d'être douce, mais qui procure du bonheur. Aussi, c'est ça le rôle des architectes, ce sont des fabricants de bonheur, ce sont des magiciens aussi au ralenti, parce qu'on arrive sur un lieu, il n'y a rien, vous passez 5 ans après, il y a quelque chose qui se passe. Donc c'est aussi une espèce de magie qui s'opère au ralenti. Voilà la salle de lecture, donc toujours le patio, toujours la lumière zénithale, toujours cette gestion de lumière sans qu'elle soit agressive. Je n'étais pas pour l'installation des rideaux. Bon, on a installé des rideaux, on a l'impression d'être comme une architecture tout de suite domestique, de maison, mais bon, on n'avait pas besoin parce que les éléments que vous avez vus, justement, verticaux, c'est des brises-soleil. À aucun moment, le soleil ne vient châtier le vitrage pour faire effet de serre. Effectivement, la bibliothèque, toujours on privilégie les tables aux côtés des fenêtres. Le Corbusier disait qu'un livre n'était rien du tout, ne représentait rien. Le livre ne devient livre et ne prend toute son expression et son essence que lorsqu'on l'ouvre pour le lire. Une fois fermé, ils ne vont rien du tout à lire. Et donc, on invite toujours les livres à être ouverts vers côté de la lumière. L'importance de l'escalier qui va vers l'étage, vers les multimédias. Et ça, alors on vient tout de suite à la Bibliothèque nationale qui était un concours qui lancé en 1999 par le ministère de la Culture. Et là, c'était le départ du concours. On a commencé les instances ordinaires de notre profession d'architecte avaient travaillé pour lancer des concours. Et c'est ce qui nous a lancé tous, les architectes, parce que j'ai travaillé pendant 10 ans sans avoir un seul projet public. J'ai eu mon projet public qu'avec les concours, et notamment celui que je ne présente pas ce soir, mais qui est exposé, celui de la trésorerie générale du Royaume du Maroc. Ça, c'est dans cette année, avec les concours, j'ai eu cette chance d'avoir gagné 5 concours d'un coup. Donc, les gens se sont posés des questions. Il y a des articles qui sont sortis en disant les petits copains de ministres du souci, alors que je ne connaissais ni ministre ni personne. Personne ne m'a donné pendant 10 ans. Et donc, j'arrive. Là, j'étais déjà épuisé par des concours, mais j'ai invité mon ami architecte, Montasser, à concourir avec moi. On a fait le projet ensemble, on l'a gagné. Et c'est un projet qui est très intéressant, qui est une valeur d'enseignement assez lourde parce qu'on se situe dans un lieu emblématique de la ville de Rabat, dans une triangulation très importante. Nous avons, pour ceux qui connaissent, le départ du boulevard Hassan II, mais du boulevard de la Victoire, Shari al-Massa. Et nous avons Ibn Khaldoun et Ibn Hazm, la rue Ibn Hazm et Ibn Khaldoun, pour ceux qui connaissent. Le terrain, c'était un lieu, on jouait du football sauvage un peu, délaissé, dénudé, mais surtout, il y avait ce beau jardin, le Belvédère, ce qu'on appelle le jardin du Belvédère, parce que cette partie-là, tout ça, a été un dénivelé de à peu près 1575. Donc un terrain avec une forte identité, avec une forte topographie, presque un précipice,
ceux qui étaient au jardin, on ne pouvait pas passer de l'autre côté. Les étudiants, parce que les facs sont là, passaient par des cheminements. On n'avait pas de chemin, mais ils se sont créés un sentier de passage d'un côté vers l'autre qui était assez dangereux. Les jours pluvieux ne pouvaient pas être un passage. Et il nous a offert ce lieu magnifique, donc entre Ban Nasr, Bab al-Rouah qui était en face, et nous avons travaillé. Et là, ce qui est important dans l'architecture, voilà, c'est-à-dire que l'architecture, lorsqu'on dit qu'elle est universelle mais aussi locale, c'est que les architectes, au départ, avec les premières approches architecturales, doivent aller sur le site, regarder le site. C'est très important. Le site, en le questionnant, en insistant sur ses propriétés, son histoire, son passé, sa géologie, sa topographie, il peut lui-même nous dicter ce qu'on doit faire. Vous savez que le site parle, et il nous parle. Et il faut insister, il faut y aller, il faut le questionner et continuer. Franchement, on a passé des moments, des longues heures, on a pique-niqué, on a regardé, on a vu, on a visité point par point. Et lorsqu'on a compris l'environnement, à ce moment-là, bien sûr, le site nous a dit voilà ce qu'il faut faire. Ce qu'on a fait tout simplement, l'idée première, c'est de situer l'objet architectural dans cette triangulation. Là, c'est le jardin d'essai. Il y a l'axe du jardin d'essai, et tout de suite, on a dit là, il faut qu'il y ait un objet, c'est la tour. On a placé une tour qui est au fait, la tour, c'est un peu le renvoi de la tour religieuse, la tour Hassan de Rabat, et on a voulu avoir une deuxième tour, et c'était le moment d'envoyer des messages. L'architecture, c'est des messages aussi. C'est de dire, oui, c'est bien qu'il y ait des tours culturelles, mais il faudrait aussi des tours culturelles, mais aussi du savoir. Là, on était dans le savoir. Une bibliothèque, ça renvoie toujours au savoir, et on a tout de suite décidé de faire de cette tour le coffre-fort des manuscrits et des écrits, des livres rares du Maroc. Donc une tour aveugle, mais aussi une tour signale et repère. On arrive ici à Rabat, et à l'axe du jardin se dresse la tour de la bibliothèque. L'architecture elle-même, dans ce projet, il n'y a pas d'architecture. C'est une négation de l'architecture parce que le projet est complètement enterré. La seule chose qui sort de ce projet qui fait quand même 280 mètres de profondeur, il n'y a que cette partie qui sort du sol, c'est celle-là, mais tout ceci est des parties enterrées. Et nous avons un jardin structuré de Jean-Nicolas Forestier, qui a été dessiné par Forestier, et qui nous a dicté le cheminement. Donc, il y avait des passages, et ces passages-là, on les a continués, prolongés dans la bibliothèque, qui vont devenir des passages, qui vont devenir, comme vous allez voir, des passerelles. Bien sûr qu'il fallait avoir un écho à la porte Bab al-Rouah. Donc voilà ce qui se passe. Le belvédère, c'est-à-dire le toit de la bibliothèque, devient le prolongement du jardin. Un jardin qui se prolonge. Franchement, le jardin de belvédère, c'est le balcon de la ville. À partir de là, on voit toute la ville. Vous voulez faire l'expérience à Rabat, vous allez au jardin de belvédère. Ça, c'est la maquette qui a été présentée lors du concours. Et voilà ce qu'on voit. On voit toute la ville. Voilà un peu le plan de masse avec un parquet. On a tout de suite dégagé une esplanade de 100 mètres carrés. Vous savez que les places au Maroc étaient un peu rares. Hein. Donc le Maroc, il raconte, les villes racontent l'histoire de nos villes. Nos villes s'expriment aussi à travers le stress qu'ils ont vécu, à travers les moments de détente qu'ils ont vécu. C'est au même titre que l'architecture. L'architecture des architectes nous dénonce. Lorsqu'on construit, l'architecture nous dénonce parce qu'on devient public. Et pour des années. Et l'architecture, si on est démocrate, on le voit. Si on est généreux, on le voit. Si on est tout autre chose, on le voit à travers notre production architecturale. En tout cas, pour revenir à la Bibliothèque nationale,
voilà le plan masse, il faut que j'aille très rapidement. Donc, bien sûr, on a mis des passions pour éclairer justement tout l'arrière, parce que tout ceci est adossé. On est sur au même niveau. On arrive, on peut aller vers le toit, par ici. On a vidé tout ça pour faire le riad, pour éclairer justement toutes les salles de lecture. Voilà, donc ça c'est le plan intérieur, rapidement. Donc nous avons toute la partie administrative, la partie publique elle est là. Là commencent les parties sous contrôle. Là il n'y a pas de contrôle. On peut aller à la salle de conférence, on peut aller à la salle d'exposition, on peut monter pour aller à la cafette. Mais à partir de là, tout ça devient l'administration, la rue. Donc cette rue qui continue. Donc on est là, la grande place, la rue, la place Jamal, la place, les grandes places, la place des Fétins, les places aujourd'hui qu'on voit à Tanger et ailleurs, Jamal, le Halqa, et on rentre, un espace semi-couvert, un espace couvert toujours public, et là, dans le privé, là c'est tous les techs, bibliothèque, tout ce qui est de tech, et là c'est les salles de lecture avec le rayonnage, et là à l'arrière c'est la partie réservée aux chercheurs et aux doctorants. Rapidement, voilà. Donc voilà, donc on est à l'axe du jardin de l'EC de Rabat, et là on voit cette belle tour. Il y a eu bien sûr beaucoup de problèmes avec cette tour parce qu'on dépassait les hauteurs. On a pris le risque, on le savait, mais le concours était présidé par Paul Shemetov, deux grands architectes, Paul Shemetov et Ripoulet, et d'autres éminentes personnalités marocaines. Ils ont vu qu'on a dépassé et ils l'ont accepté. Là, c'était parce qu'on a dit que c'est un coffre-fort, il n'y a rien du tout, mais qui va contenir. Mais il a été l'objet d'une grande polémique par la suite. Bon, peut-être un jour on la racontera cette polémique, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc voilà le riad qu'on a appelé le riad pour éclairer tous ces lieux, ces salles, avec des passerelles. Donc, en plein milieu de travaux, on nous a demandé de mettre des arcades. Bon, mais c'était là l'objet de la polémique. Puis après, on nous a demandé peut-être d'enlever la tour, mais il y a eu une bataille. Là, on a gagné la bataille, c'est l'essentiel, et l'histoire racontera peut-être la suite. Là, c'est la grande rue, dans la rue, c'est presque c'est le supermarché du savoir. Il y a les médiathèques, qui est là, puis on traverse pour aller dans les salles, tout est vitré, il y a de la lumière tout au fond, c'est-à-dire que dans le plan, c'est important de le signaler, dans le plan général, donc vous avez la tour qui est là, c'est-à-dire que si la tour était là, elle a glissé pour laisser rentrer de la lumière. C'est tout un peu l'essence même de l'architecture. L'architecture, et c'est le cas parce que on est presque dans une espèce de travail primaire de l'homme avant l'architecture. On creuse pour faire le vide. C'est comme un peu dans les grottes. On creuse pour habiter. Et donc la tour a glissé pour laisser le vide et laisser de la lumière rentrer et l'air surtout. Salle de lecture. Là, je voulais vous présenter cette bibliothèque. J'en ai fait pas 6 bibliothèques dans ma vie, mais c'est la dernière qui n'est pas terminée, elle est à Agadir. Agadir, la preuve c'était quoi? C'est qu'il y a si vous le connaissez, le stade Al-Mbi'at, qui n'est plus un stade, qui était au plein milieu de la ville. L'Mbi'at, c'est un stade de football, et qui est devenu un beau jardin magnifique, traité, et ils voulaient mettre une bibliothèque. Et bien sûr, en cours de discussion, les responsables, ils ne savaient pas où mettre. Finalement, ils se sont dit, bon, il y avait la porte qui était là, une porte du stade, où il y avait une place, et ils m'ont dit, bon, ben, on va mettre la bibliothèque là. Tout de suite, quand j'ai vu que j'étais dans une porte, je voulais encore plus marquer l'histoire et l'identité et laisser la porte. Et j'ai fait un bâtiment pan, pris par 2 éléments de l'architecture musulmane, le Kaaba. Donc voilà ce que je considère comme architecture musulmane. Moi, le musulman, ce n'est pas la Byzance, ce n'est pas la Turquie, ce n'est pas
effectivement, ça déteint quelque part avec le flux-reflux des civilisations, mais notre architecture musulmane, arabe, comme les mosquées, c'est des cultes. La mosquée marocaine, avec son carré, c'est un culte sur un culte qui monte jusqu'en haut. Et là, c'est pour ça que je reste aussi dans une architecture cubique, parce que je me proclame un architecte marocain et musulman. Et là, j'exprime mon appartenance par l'architecture et par le message. En tout cas, cette bibliothèque qui en fait travaux, c'est une architecture forte, c'est une architecture pont, avec un béton brut de décoffrage, allusion faite à toute cette période après le tremblement de terre, où il y a eu de grands architectes, Faraoui, de Mazières, Collier, et puis après Rio, Plan, et Castelin, monsieur et madame, qui ont construit, mais qui étaient tous dans le béton brut. Comment François Zévaco, avec ses belles réalisations, les plus belles d'ailleurs. Donc voilà, nous sommes dans cette architecture de béton brut décoffrage. Là, sous les arcades, ce passage, il y a l'entrée de part et d'autre. Voilà, c'est la salle de lecture qui n'est pas terminée. La résie, hein, donc pour protéger de cette agressivité du soleil permanente à Agadir, j'ai fait tout un motif en tafina, avec des écritures tafina, qui donnent une expression. Tout de suite, je vais vers le théâtre de Casablanca avec une image qui d'abord importante parce que je suis responsable de ce qui s'est passé à Casablanca, à part le théâtre, parce qu'il fallait, je me suis battu pour refaire la place Mohamed V, qui a été encore une grande polémique. Hein. Les réseaux sociaux se sont soulevés. Oui, pourquoi cet architecte aujourd'hui, il vient nous enlever notre fontaine? Ça, c'est un architecte qui défend l'architecture française, c'est un colonialiste, et nous, on a fait une fontaine, et après l'indépendance, il vient la démolir. Effectivement, c'était l'occasion de ce débat pour pouvoir raconter l'histoire de ce qui s'est passé. Je vais vous raconter en bref. Excusez-moi, si je suis long, vous m'arrêtez à tout moment. Vous avez encore 30 minutes. Très bien. Donc, je vais essayer d'exagérer comme il faut, mais je vais raconter l'histoire parce que l'occasion m'est donnée. Alors, la première des choses, je me suis dit, si je dois faire cette place, c'est pas à Port-Zampac, parce que ce théâtre a été fait avec un grand architecte français, Christian Port-Zampac, qui n'a pas voulu toucher à la place. Et personne ne voulait. Les autorités n'ont pas voulu non plus me suivre sur la place. Je vais vous dire quelque chose. Cette place est finie, est terminée, et elle a été acceptée par les autorités et tout, mais elle n'est pas autorisée. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore, il n'y a pas d'autorisation, mais tout le monde se dit, oui, ça va. Alors, ce qui se passe, c'est que la fontaine qui était là, la fontaine casablancaise avec laquelle tout le monde prenait des photos, des souvenirs, effectivement, était là. Mais la réalité est autre. C'est-à-dire que la ville de Barcelone a offert au Maroc les plans d'une fontaine, la même qui est à Barcelone. Et ils l'ont offert au Maroc. Ils ont donné à Dominique Bassiano, un architecte casablancais, à réaliser cette fontaine. Et la fontaine, elle était prévue ici. Sauf que le Maroc, en 64-65, sortait, donc le Parlement marocain, pour ceux qui ont mon âge, ils se rappellent, j'étais jeune peut-être, mais j'étais là, a été dissous en 1963. Et le Maroc a déclaré l'état d'exception. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas s'assembler, on ne pouvait pas faire ceci et cela. Et qui c'est qui gouverne le Maroc, du nord au sud? Ce sont les militaires. Et le gouverneur de Casablanca, c'était le général Sfaïl. On a eu le colonel Aboulhem, on a eu des militaires qui étaient la même chose. Donc, vous savez que cette place, c'est là où il y avait des contestations. C'est là où les lycéens descendaient. C'est là où il y avait des revendications. C'est la place de Casablanca. Et c'est là aussi que le 1er mai démarrait.
Donc tous les mots de la ville venaient de là. Et le général a dit, non, on ne va pas faire la fontaine ici, on va faire la fontaine de l'autre côté, pour remplir, pour que les gens ne descendent plus. C'est-à-dire, pour moi, une place, pour pouvoir, on a démoli l'hôtel Enfant, on a démoli beaucoup de choses à Casablanca. Mais pour démolir une place, on ne va pas la creuser. La place, c'est un vide. Pour démolir le vide, il faut le remplir. Et donc, on a compris. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait la fontaine, des arbres autour de la fontaine et un parking de voitures. Plus de place. C'est terminé, au revoir. Donc, pour moi, c'était de réhabiliter la place. Remettre la fontaine à sa place et libérer l'espace, place pour le rendre au public. Voilà ce qui a été fait. Et il y a eu un tollé à Casablanca, un mouvement de réseau, de gens qui ont critiqué. Et encore une fois, c'est une bataille qu'on a gagnée. Et la fontaine est à sa place, elle est très bien. Et les gens se sont. On a un parking en dessous et une place avec peut-être une réhabilitation. C'est-à-dire que le théâtre a servi de ce qu'on appelle un peu le phénomène d'acupuncture pour guérir le bras. Un point peut courir le bras, donc c'est ce qui a été fait. Donc ça a permis de revisiter l'ensemble du quartier. Donc le théâtre, voilà, c'est un dessin pas de Portzampa, c'est notre dessin, de l'analyse du site avec les boulevards qui traversaient, avec la place, avec la fontaine, la wilaya de Casablanca, Mahkama. Donc il y a cette porte de la Mahkama très importante. Et là, vous avez le théâtre avec une porte. Là, on est dans le domaine de Christian Portzampa, que j'ai accompagné pendant tout le projet. Christian est né à Casablanca, donc on a décidé de l'arrêter et de mettre le théâtre, c'est un risque qu'on a pris. Donc on coupe et de mettre le théâtre sur la place et d'avancer et de fermer tout ceci. Donc voilà, c'est un théâtre, rapidement je vous l'ai décrit, avec un grand opéra de 2000 places, avec des scènes tiroirs, donc pour rapidité de sortie des décors, et là c'est l'arrière-scène. Tout ce qui se passe ici, c'est pour faciliter le travail des techniciens. Un bon spectacle ne peut être efficace et ne peut réussir qu'à condition qu'on mette les techniciens qui préparent le spectacle à l'aise. Et c'est le cas qui a été fait. Nous avons un théâtre de 700 places, un autre théâtre de 400 et un espace pour les enfants. Il y a la Cité des Arts. Les deux, ce sont des cités qui reçoivent les artistes. Donc un philharmonique peut atteindre jusqu'à 100 personnes. Il faut avoir Et puis après, nous avons des éléments. Il va y avoir des restaurants, des boutiques, des locaux pour des associations et un pavillon. Ce pavillon, on a raconté l'histoire. Le pavillon, c'était un pavillon un peu à la mémoire du pavillon de Casablanca qui a été démoli, fait par Zevaco. C'est un triangle renversé pour ceux qui le connaissent. En tout cas, voilà. Mais c'est une porte marocaine qui s'ouvre à la marocaine et qui fait une scène qui peut être dehors. Donc nous avons 5 scènes dans ce théâtre. Rapidement, il y a une belle histoire à raconter puisque le théâtre il avait toutes ses formes, mais il n'y avait pas ces ondulations. Il était droit, ici à ce musique, droit, et le projet est arrivé là où il devait arriver pendant le concours. Et Sa Majesté nous a demandé d'adoucir le vote. Et je pense que c'est vraiment quelque chose de très très heureux pour une action heureuse pour le projet. C'est la première fois que je le dis publiquement. Donc voilà. Donc il y a une main majestueuse qui est venue un peu demander d'adoucir les angles. Et il est bien. Il se trouve qu'il y a encore la polémique autour de ça en disant, pendant pas qu'on a ici, ils ont copié un temple
Bouddha. D'abord, le théâtre est plus ancien que le temple, et deuxièmement, franchement, c'est la main royale qui a dû donner de la douceur et sublimer davantage ce projet. Voilà les portes. Donc, c'est des portes qui s'ouvrent à la marocaine, en pivot, et qui laissent entrer. C'est des portes qui font 18 mètres de haut, hein, et qui laissent voir les entrailles de le projet, comme des canons. Voilà un peu un fragment d'architecture, de passerelle, de passage, toujours dans la même architecture. Là, c'est un autre projet, celui des Sawira. Mais c'est une histoire, toujours. Vous savez, l'architecture, et c'est ce qui fait le charme, l'intérêt de cet architecte. Je m'adresse surtout aux étudiants qui Inch'Allah, vont être dans le métier, dans l'action peut-être, l'acte architectural. À chaque fois, c'est un roman. C'est ça, je dis là. On vit toujours des moments qui ne se répètent pas. Et c'est toujours un nouveau plaisir. C'est toujours un nouvel apprentissage et un enseignement. Je suis adepte de 2 festivals importants depuis que celui d'Assela, en 78, le premier j'ai vu, et celui qui a la 25e édition, c'est celui de Sawira, 2 villes pour laquelle j'ai énormément d'affection, autant d'affection que j'ai pour l'ancien Médina de l'Azmour, que j'aime beaucoup. Bien sûr, il y a Fès, il y a Marrakech, mais ceux du littoral, ils ont quelque chose de plus. Pour nous, qui sommes dans des villes du littoral, j'ai travaillé sur celle de Casablanca, je ne dirais pas que c'est la meilleure, mais celle d'Azmour, de Sawira, Tanger aussi à sa ville ancienne, mais je pense une mention un peu plus appuyée pour Sawira et Assela qui ont été travaillés. L'une par pays, ça n'en pas. Le conseil Azoulay. Donc, un jour, Azoulay est venu me voir en me disant voilà, on a atteint un âge de maturité pour le festival, mais on n'a pas des lieux pour pouvoir justement. Et il y a des théâtres à Rabat, mais j'aimerais bien avoir un théâtre à Casa. Mais voilà, il m'a raconté, il m'a dit, je me suis adressé à Oscar Niemeyer. Il y avait l'ambassadeur du Brésil au Maroc, Fred Niemeyer, qui était un cousin de Niemeyer. Donc c'est l'ambassadeur qui a fait le lien. Et ils m'ont dit, bon, il faut aller chercher le projet à Rio de Janeiro. Il faut aller voir, il a quelque chose. Voilà ce que, avec Fikri Ben Abdallah, Fikri m'a rejoint par la suite. Et voilà ce que Oscar Niemeyer a dessiné de sa main. Il n'a jamais été à Essaouira. On lui a raconté Essaouira. On lui a dit, il a pris des photos, il a remarqué qu'il y a des mouettes. Voilà ce qu'il a. Voilà ce qu'il a donné. Il a donné ses développements. Et il nous a demandé de développer. Tout de suite, c'est le dernier projet d'Oscar Niemeyer. Oscar Niemeyer est parti nous a quitté à l'âge de 104 ans. Mariama a participé à la programmation, donc on a dû reprendre la programmation, on a dû reprendre les surfaces, il n'y avait rien. Voilà ce qu'on a reçu. Le lendemain d'Oscar, effectivement, j'ai fait le développement. J'ai pris, je le dis parce qu'à ce moment-là, Fikri Ben Abdallah n'avait pas encore rejoint le binôme. Et voilà, on a essayé de sortir. Voilà ce qu'on a sorti. C'est un théâtre pour 2000 places, des parkings au sous-sol. Il y a le musée. Au départ, c'était le musée du thé. Aujourd'hui, c'est autre chose. Là, c'est une marquise qui monte pour aller vers le conservatoire de musique. C'est un terrain aujourd'hui qui a 5 hectares et qui va abriter la cité des arts et des cultures des Sawira. Voilà un peu quelques perspectives du projet qui est en cours aujourd'hui. On est à peu près, disons, 40% des grosses œuvres. Voilà, avec une scène extérieure, une scène intérieure-extérieure. Donc ceci est l'extérieur, celle-là elle est intérieure. Voilà l'intérieur
Voilà. Ça, c'est tout autre chose encore. Voilà, un bâtiment. Mon ami Fikri, Nabil Ben Abdallah m'a invité pour faire le siège du PPS. Le PPS, moi-même, je suis partisan, mais je ne suis pas militant du parti. Mais c'est le cœur, parce que j'étais militant du parti, mais lorsque j'étais étudiant à Paris, j'ai milité. Et à un certain moment, en faisant l'architecture, je me suis dit, et peut-être pour ceux qui ont des convictions, il vaut mieux que je milite dans ce que je sais faire, l'architecture. Voilà. Donc, et je suis parti militant dans l'architecture, j'ai fait des associations, j'ai défendu des villes, j'ai fait l'association des Amis d'Azemmour, et on a sauvé la ville d'Azemmour qui partait dans le fleuve. Donc, elle est sur un méandre de fleuve, et le fleuve a complètement, par l'érosion, déchaussé le bas, et le premier mur, le deuxième, et les maisons commençaient à tomber. Donc on a arrêté tout ça, heureusement. Je reviens au PPS, très rapidement, hein, je ne vais pas m'attarder, c'est une cave. Encore une fois, personne ne peut m'enlever que je fais de l'architecture musulmane. Donc voilà, pour le PPS, qui est un très beau bâtiment, magnifique. J'ai beaucoup d'affection pour ce bâtiment. C'est du militantisme, parce que là, on l'a fait Fikri et moi pour le parti. Fikri qui est aussi un homme engagé. Voilà un peu ce qu'il y a. C'est des triples hauteurs, c'est des beaux escaliers, c'est des lieux, c'est des artistes qui ont offert des lieux. L'autre projet, c'est la BCP, c'est la Banque Populaire du Maroc, avec le groupe 3, Tijani et Skaba, les architectes de Rabat. On nous a demandé de faire une tour. D'abord, la tour, c'est une question formelle. C'est-à-dire chercher la forme et après, regarde, c'est toute une autre approche. Il n'y a pas à chercher, les surfaces sont définies, on sait ce qu'on va faire. Les écoles sont là, il y a l'école qui te dit qu'il faut les faire un noyau, il faut faire 5-6 écoles, c'est comme un peu les hôpitaux. Et on fait. Alors, l'idée, on a beaucoup travaillé entre nous, on a beaucoup cherché, il y a eu beaucoup franchement, des tentatives directement sur la forme. On fait ça, et des dessins. Finalement, on s'est mis d'accord, mais c'était un peu, je ne dirais pas dans la tension, mais dans la conviction des choses. Et on est arrivé à dire, on va faire un bâtiment intemporel qui est capable de traverser les âges. Et qui est en dehors des modes. C'est un bâtiment qui va traverser les âges, intemporel, qui peut s'inscrire dans tous les temps. Donc voilà un peu voilà un peu comment il s'inscrit dans le paysage casablancais. Voilà, c'est l'ODA, c'est le CFC, c'est le centre financier et la plaque tournante africaine financière, avec des bâtiments, des choses. Casa se métamorphose, un peu comme toutes les villes. Tout le monde se prépare pour la Coupe du Monde, en espérant qu'on va tous être au rendez-vous. Voilà un peu ce bâtiment, comment il s'inscrit à l'intérieur de tous ces bâtiments. On va avoir de toutes les formes. Il y a d'autres qui vont prendre naissance. Ce qui est certain, c'est qu'on avait une façade complètement sud, très exposée, où il fallait adoucir justement l'effet du soleil, prendre de la lumière et aller chercher une résine, une peau secondaire qui s'effiloche un peu graduellement en montant vers la hauteur pour disparaître. Voilà un peu les effets que ça peut faire. Alors là, c'est un autre projet, c'est les ciments du Maroc, qui est inspiré par encore une architecture casablancaise. Donc la Villa Ronde que tout le monde connaît. Donc, j'étais sur la hauteur des collines, des crêtes de Casablanca, avec une chose extraordinaire pour un architecte, parce que j'étais au sommet de Casa. Alors, en arrière, je voyais tout Casa, de Bouskoura à la mer. Et
l'architecture d'un cercle s'est imposée à moi tout de suite en disant il faut que j'ai une chose panoramique. Il est vrai que l'autre idée, c'est un peu c'est le ciment du Maroc qui font des ciments. Donc, lorsque la quincaillerie, le produit, le ciment, de départ, c'est des fossiles. Hein, et puis, on est parti un peu sur les fossiles. Voilà un peu ce que ça donne de l'intérieur jusqu'à cet étage. À l'étage, c'est la salle de conseil qui est rond, tout est rond, les circulations sont circulaires, la forme est circulaire, et puis nous avons des structures en béton, mais fines, hein, les structures sont fines, pour exprimer aussi la performance du béton. Je reviens à Tanger. Je voulais présenter le projet qui a été inauguré jeudi dernier à Tanger, et là, c'est tout autre chose. C'est un concours au départ. C'est un concours où le maître d'ouvrage voulait un bâtiment phare, un bâtiment avec une identité visuelle, un bâtiment repère, qu'on remarque, qui est là. Alors que c'était pour les voitures. Le but, c'est de mettre dedans des voitures. Ce qui les intéressait, c'est quelque chose qui attire. La voiture, on saura, il y a Autoroll, on sait que c'est un distributeur de voitures et plusieurs marques, mais on voulait un objet architectural. C'est-à-dire l'effet théâtre de Rabat, aujourd'hui, commence à donner ses fruits. C'est-à-dire qu'on veut un objet, on veut une sculpture urbaine, on veut quelque chose qui puisse nous parler, nous étonner, où on va aller découvrir ce qui se passe, parce que c'est ouvert. C'est ce qui a donné lieu justement à ce bâtiment pour répondre à la demande du maître d'ouvrage. Là, c'est celui d'Atsna qui est en cours d'autorisation. Donc c'est un autre lancement, un bâtiment avec la lumière, avec des brises soleil qui s'ouvrent, mais aussi qui est lui-même une installation urbaine, un objet urbain de curiosité de l'intérieur, voilà, parce qu'il y a des escaliers, il y a des voitures qui sont exposées, mais on compte beaucoup sur les parties extérieures, on expose des voitures. Voilà, c'est celui de Tanger. Celui-là, c'est celui qu'on a réalisé à Kinitra. Voilà, il est réalisé. On en fait un autre à Casa. Là, je passe à toute autre chose. Je termine avec tout ce qui est commercial, les bureaux, le tertiaire, pour parler d'une chose. Et là, je m'adresse encore une fois aux étudiants. Sachez que je pense après l'an 2030, il va y avoir beaucoup de travail. D'ici, il faut se presser, hein, parce qu'il va y avoir de la commande, il va y avoir beaucoup de travail pour les architectes. Et sachez, après, il n'y aura que de la réhabilitation. Les gros projets sera les grosses commandes. Les commandes sera de la réhabilitation. Il faut aller vers la réhabilitation. Il faut comprendre le patrimoine. Et on va falloir nous demander de refaire les riades, de refaire les médinas, de refaire l'architecture. Sachez que le béton a une durée de vie de 70 à 100 ans maximum, même avec les bons entretiens. Donc, il faudrait faire de l'entretien. Là, on est encore à Casablanca avec un premier bâtiment, un des rares bâtiments d'Henri Prost. Henri Prost n'a pas beaucoup construit, mais il a beaucoup dessiné les villes. C'est un grand urbaniste, prix de Rome, et qui a construit cette banque, c'est la première banque, c'est la banque algérienne. Il s'est installé au Maroc et il a dessiné les deux maisons là où il y a aujourd'hui le musée d'art contemporain, que j'avais moi-même conservé dans le musée que j'avais fait, mais j'ai pris comme écran une boîte parallélépipède très simple, mais les deux villas d'Henri Prost, je les ai proposées dans le fond pour être les administrations du musée. Donc la réhabilitation, c'est maintenant un bâtiment qui appartient qui a appartenu à la BMAO, il a appartenu à Wafa Bank, Wafa Tijari, c'est la BCM qui est devenue aujourd'hui à Tijari Wafa Bank, et ils ont ce bâtiment, ils en ont fait une succursale. Voilà la photo qu'on a trouvée
du dessin premier. C'est une architecture avec un patio, un peu à toutes ces banques du 19e, 20e siècle. Hein. Si vous allez en France ou en Espagne ou ailleurs, vous allez trouver cette typologie dans ce qu'on appelle un peu l'architecture à la Wagner, le grand architecte autrichien. Et quand la Wafa Bank a pris ce bâtiment, ils avaient besoin de surface. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fermé tout ça. Ils ont fait ça. Voilà. Ils ont fait des dalles pour fermer. Voilà. C'est ce bâtiment de Casablanca. Mais ça, c'est les images un peu que je présente, qui va devenir un musée. Donc, j'ai dû le réhabiliter. Voilà l'ascenseur, comment il était, avec les escaliers. Voilà ce qu'il est devenu. Alors, en 2 mots, ma bataille c'est un projet qui a commencé avec El Mada en 2012. Hein. Et c'est une bataille à mener, parce que la banque me disait, la fondation de la banque me disait, mais pourquoi tu vas enlever les dalles? Nous, de toute façon, c'est l'intérieur. J'ai dit, écoutez-moi, je veux remettre le bâtiment dans son jus. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai cassé, je dois le... Mais ils disent, non, il ne faut pas toucher que la façade de l'intérieur, on fait ce qu'on veut. Et c'était la condition. Donc ça a pris encore 12 ans pour les convaincre aujourd'hui de faire ce qu'il y a. Ce projet, il vient d'être refusé au niveau de l'agence urbaine de Casablanca, au lieu de lui dérouler le tapis vert, et ils ont dit non, on a fait effectivement une excroissance. Moi, je ne suis pas un salafiste du patrimoine. Le patrimoine, il faut savoir lui donner une nouvelle vie. Il ne faut pas le déformer, le dénaturer, non. Mais si quelque chose peut témoigner, parce que l'architecture aussi, il faut qu'elle exprime l'époque où elle est née. Je suis où rené. Donc, on lui donne, la banque à Agadir, il a été cité, on ne le présente pas malheureusement, on aurait pu, la Banque du Maroc a fait d'un lieu le musée d'Agadir. Et parce qu'il y avait un déambulatoire, mais qui était fermé. Pour être ouvert, je l'ai continué dans la rue, il sort, et je l'ai mis tout en vitrage. Et ça a donné, pour une architecture de 1920, quelque chose de très très bien. Bon, à Agadir, ils ont compris. À Casa, ils n'ont pas encore compris, mais donc, comme j'étais là jeudi, et le dossier est passé jeudi, donc ils ont refusé. On va voir pourquoi. Donc, en tout cas, on fait de la réhabilitation, on défend le patrimoine, on donne une seconde vie à ce bâtiment-là. Je vais remettre cet ascenseur, je vais retrouver cet aspect. Malheureusement, je n'ai pas présenté les plans. Je vais retrouver cet aspect de la banque avec ce tapis qui a été dessiné. C'est comme un peu l'histoire de Fidel. Il y avait de très beaux tapis avec des galets, des beaux appareillages magnifiques. Bon, aujourd'hui c'est tout autre chose. Je voudrais qu'on revienne justement à ce calpinage. Voilà quelques éléments. Tu touches aussi du patrimoine. C'est la date d'achat, pas celui du musée, mais ça c'est pour les étoiles de Sidi, les étoiles de Sidi Moumen. Là c'est les étoiles de Jemal Fna à Marrakech, l'association de Mahi Bilbin avec Nabil Lehlou, dont je fais partie. Donc j'ai fait je le fais pour un titre bien sûr de contribution associative. Voilà, donc voilà ce que ça redevient, on le remet en état dans son esprit. Il n'y a pas de mal de mettre des ombrières, il n'y a pas de mal de créer des espaces avec des escaliers. Ils sont là, ce sont des bibliothèques, hein, ce sont des ateliers d'enfants. Voilà, on a remis les idées à sa place. On a retravaillé le plafond pour lui donner tout son éclat avec le cèdre. C'est magnifique, c'est beau. Maintenant, ce bâtiment, il a été consolidé parce qu'il commençait à tomber. Donc, et puis après, pour donner tout le sens à cette intervention de fragments d'architecture, Hakam, Mohamed m'a suggéré, m'a dit, est-ce que tu peux nous faire des escaliers? J'aime bien travailler les escaliers. Voilà quelques escaliers que je partage avec vous, sans commentaire. Hein. Bon, je les veux aériens, je les veux des fois massifs.
mais ils ont leur propre expression. Voilà, donc un escalier, mais techniquement intéressant parce que c'est d'un seul volet qui est prise en l'escalier elle-même. Donc c'est très difficile à réaliser. Donc quand on trouve des gens qui le font, ça nous fait plaisir parce qu'ils réalisent un peu quelques fantasmes dans la tête des architectes. Là c'est un escalier en collimation autour d'un pavé vert, en pavé vert, des escaliers qui s'éclairent. Des escaliers massifs, mais qui sont très grands, qui s'ouvrent sur une maison. Des escaliers qui plongent dans le hall d'une villa que je n'ai pas montré, mais qui ressemble dans la même écriture de ce que je privilégie. Voilà un escalier en collimation, oui, mais avec des vis sans fin, qui est très intéressant. Un des escaliers était, malheureusement on ne le voit plus, parce qu'il y a aujourd'hui l'hôtel Barcelone, il y avait un escalier extraordinaire avant, en bois, lorsque c'était les Almohades. Je ne sais pas si vous le connaissez pour le Terre-Gerrois, il était magnifique, malheureusement, et ça fait partie, c'est de la famille de ça. Et je ne vous cache pas que c'est cet escalier qui m'avait marqué, et que je voulais reconstituer, et je suis arrivé à le faire. Donc voilà. L'architecture, c'est aujourd'hui, bon, la technologie nous favorise la rapidité aujourd'hui, c'est les informations qu'on peut partager, ce qu'on peut prendre, c'est l'enseignement, c'est l'information, la communication, et il n'y a pas de mal. Nous ne sommes pas des architectes, nous ne sommes pas des voleurs, mais on s'inspire des architectes. On s'inspire, on regarde, on voit l'enseignement à tous les jours. Aujourd'hui, on voit ce qui se passe. C'est que ce qui est peut-être pas, c'est de prendre des choses d'une manière primaire, les prendre et de les poser, et de photoshopper des choses, mais il faut prendre l'enseignement, ce que veut dire les choses, le fond, aller dans une autre dimension et comprendre. Écouter, c'est bien, mais il faut comprendre. Voilà, c'est l'escalier de la Bibliothèque nationale côté chercheurs et doctorants. Ça, c'est un escalier intéressant parce que tout l'escalier, il prend sur les dalles. C'est un escalier, franchement, quand on l'a fait, les ingénieurs l'ont fait, j'appelle l'ingénieur, j'ai dit, écoute, c'était un bâtiment qu'on a fait en 98, on l'a terminé. J'ai appelé le BFD en disant, écoute, là, c'est un tremplin, ça vibre. Et heureusement que ça vibre. Si ça ne vibre pas, c'est là où il y a un problème. Alors ça c'est la bibliothèque d'Agadir, c'est l'escalier de l'Agadir dont ils n'ont pas terminé parce qu'on a une main courante lumineuse ici, un escalier qui est aussi au négatif positif, avec une main courante en acier, mais qui se détache pour laisser justement la lecture de l'escalier. Voilà un peu l'escalier d'en haut. Et voilà, pour terminer, un fragment d'architecture lorsqu'elle a une belle expression, avec des détails très importants, des 3 points qui se rencontrent, d'autres, etc. Une photo prise pour le bâtiment de DHL à Casablanca. Je vous remercie pour votre attention. Dans les designs d'intérieur à l'école EPAMAD. Je remercie M. Rachid pour tout ce que vous avez partagé avec nous. Ma question est la suivante. Quel conseil unique donneriez-vous aux étudiants en design d'intérieur pour réussir dans une carrière qui allie la créativité, la technique et l'adaptation aux besoins d'une clientèle de plus en plus exigeante? Merci. On va faire question-réponse. Si j'ai des questions, je ne suis pas moraliste. En tout cas, si j'ai des conseils à vous donner, c'est d'abord d'aimer ce que vous faites. C'est important. Ça, c'est pas un conseil, c'est une valeur qu'il faut avoir pour pouvoir réussir, être très motivé, avoir de l'amour. L'amour, c'est le secret de tout. Hein. Lorsqu'on aime, la moitié du problème est réglé. On va y aller, on va avancer. Il faut avoir de l'ambition, une bonne moralité et un respect du métier et beaucoup de travail. Voilà.
une enfilade d'éléments et de valeurs surtout qu'on doit avoir pour pouvoir faire ce métier. La créativité, c'est un don. Le don peut s'épuiser si on ne le travaille pas. Donc il faut aussi beaucoup de travail, beaucoup d'exercice, beaucoup de persévérance. Et Frère Hassan II disait une chose extraordinaire, il disait Allah yuhibbu al-abdul bilhah. Donc il faut insister et persévérer. Merci. Alors, Léna de Tétouan. Alors, j'insiste pour que vous posiez une question, sinon... On posera ça. Oui, vas-y. Marwan. Bonjour. D'ailleurs, excusez-moi Marwan, beaucoup d'entre vous sont mes étudiants. Développer une signature architecturale tout en respectant le contexte local et les exigences des clients en même temps. Non, je l'ai dit, hein, en fait, c'est des choses que j'ai aussi, on peut comprimer quelques passages. C'est pour avoir une signature, il faut avoir un caractère, il faut avoir une conviction dans la tête, un enseignement, bien connaître un peu l'histoire de l'architecture. C'est important, hein, l'histoire des arts, l'histoire de l'architecture, parce que l'architecture, ce sont des écoles. C'est des écoles. Hein, donc il faut s'inscrire dans une de ces écoles. C'est important de plonger dans le passé. Pour être dans votre présent, il faut plonger dans le passé et préparer l'avenir et le futur. Parce que le passé peut être une base. Donc, lorsque je vous ai parlé tout à l'heure, mon premier enseignement, il faut le savoir, c'est Casablanca, de mon enfance. J'ai traversé des quartiers, j'ai vu des bâtiments sans pouvoir les comprendre. Mais ce sont des images, dans un premier temps, qui sont là, qui m'ont accompagné. Et à travers le temps, j'ai commencé à les comprendre. Quand j'ai fait mes études d'architecture, peut-être que je ne les aurais jamais comprises, c'est si je n'avais pas fait mes études d'archi. Mais l'archi a consolidé justement ce savoir et il m'a permis d'analyser et de voir et de comprendre Casablanca. Et quand j'ai vu ce Casablanca que j'aime, ce Casablanca qui m'a attiré, qui m'a sublimé, j'ai commencé à vouloir connaître les bâtiments. Et je voulais voir leur origine et qu'est-ce qui les a fait. Et je me suis rendu compte que Casablanca était la grande école de la modernité. C'est l'école avec... À Casa, on trouve un peu du tout. De l'art nouveau, de l'art déco, de l'école du Bauhaus, de l'architecture, la révolution architecturale du Bauhaus est très très importante. Une architecture japonisante, une architecture mauresque, néo-mauresque, classique, néoclassique. Casa, c'est un livre ouvert de l'architecture, et c'est ça un enseignement, et c'est ce qui fabrique l'ADN architectural, qui va vous donner votre signature. Là, il faudrait aussi avoir un zeste de militantisme. Il faut militer. Mais aussi, il faut être porteur de message. Quel est le message? Qu'est-ce qui est en vous et que vous voudriez l'exprimer? Bien sûr, les politiciens l'expriment par la parole, par le verbe. Nous, les architectes, on l'exprime par notre architecture. L'architecture n'est pas que la façade. L'architecture, c'est ce que on peut exprimer par les espaces, par comment les combiner, comment les mettre en rapport, comment faire un dispositif, un ensemble qu'on peut présenter au public. Pourquoi? Parce que l'architecture, à partir du moment qu'on l'offre au regard des autres, elle leur appartient aussi. L'architecture est publique. Quand vous regardez un bâtiment dans la rue, le moment où vous le regardez, il vous appartient. Et c'est pour ça qu'il est public. Justement, il faut avoir tous ces éléments. Il faut avoir les valeurs dont j'ai parlé tout à l'heure pour avoir comment faire. Maintenant,
comment avoir la personnalité et la signature. Il faut être convaincu du mouvement que vous voulez représenter en travaillant dedans. Quel apport vous donnez à ce... C'est-à-dire qu'il y a une ligne éditoriale. Cette ligne éditoriale, c'est votre signature. C'est le tronc. D'accord? C'est, si vous voulez, c'est la métaphysique. On parle de quelque chose de métaphysique. C'est-à-dire quels sont les paradigmes, les éléments, un ensemble de valeurs qui fait qu'il y a une production. Et cette production doit vous représenter par rapport à vos principes et vos convictions et le message que vous voulez passer. Merci. Une dernière question d'étudiant, un étudiant de Rabat. Oui, tu es déjà architecte, toi. Tu n'es pas étudiant, tu triches un peu. Très bien, vas-y. Alors, très bien. Je vais présenter mon école, l'UIR. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et c'est une bonne opportunité de se retrouver ici. Et c'est un rassemblement hyper intéressant. Et d'avoir ce genre de conférence. Je pense ma voix, il suffit. Alors, moi j'ai une petite question. Vous avez parlé tout à l'heure de la continuité avec le passé et d'avoir les leçons du passé. Vous intégrez au niveau de vos projets une touche marocaine qui est très forte, tout en gardant vraiment un esprit contemporain et moderne. Je veux bien savoir c'est quoi la démarche, c'est quoi les leçons qu'on peut tirer par rapport à ça, et c'est quoi les conseils que vous pouvez donner aux jeunes architectes pour intégrer une touche marocaine et avoir le patrimoine marocain qui est visible et qui est détecté au niveau de l'architecture, surtout moderne. Et merci beaucoup. Pour pouvoir faire la touche marocaine, donc c'est ce que j'ai compris de votre question, il faut d'abord connaître l'architecture marocaine à travers les âges. Je sais qu'un arc al-Mouhad, je sais qu'un arc des almoravides, qu'est-ce que c'est qu'une poutre, qu'est-ce que c'est qu'une colonne, qu'est-ce que c'est qu'une saqifa, شنو هي السقيفة، شنو هي الدبوس، شنو هو القنطرة، شنو هي الدويرات، الدار، المستدار, tous les éléments de l'architecture et les expressions. Et finalement, il ne faut pas les reprendre, il faut les interpréter tout simplement autrement. Dans l'école, vous vous inscrivez, si vous êtes dans la modernité, d'un côté, donnez de la modernité. C'est peut-être dans la forme, c'est le renouveau, c'est la créativité. Voilà. Il y a des gens qui ont assisté peut-être à ce dialogue. Ma femme était là. Elle a assisté à cette... Quand j'ai rencontré un des conseillers de Sa Majesté, le roi, aussi, Bess Gérard, qui était le conseiller du roi des affaires religieuses, et de Hassan déjà. Et lors d'un déjeuner, on était côte à côte. Je n'ai pas beaucoup parlé, à un certain moment, il se retourne pour moi. بهذا الشكل بالعربيات يقول لي أستاذ بغيت كمهندس تعطيني الفكرة ديالك على مسجد الحسن الثاني. Là, franchement, c'est très délicat que quelqu'un me pose une question, c'est très officiel. Que penses-tu de كيطلبني نعطيك الفكره ديالي شنو ندم على مسجد الحسن الثاني اللي هو الطراز المغربي التقليدي الاصيل اللي عطى العمل والخدمه اللي احيا ماشي الماسكو tout ce qui a été fait dans les palais, etc. C'est une renaissance de l'artisanat et des traditions de travail de l'artisanat marocain. C'est-à-dire que il ne faut pas être folklorique dans ma tête. Ce n'est pas reproduire les choses, c'est du folklore pour moi. Gnawa, c'est vrai, Gnawa, il n'y a pas de problème. Mais Gnawa avec une fusion, qu'on fait soit c'est Gnawa qui avance. Tout ça dans ma tête, et j'ai marqué un ton d'arrêt, parce que j'étais un peu surpris de la question. Et puis j'ai un peu réfléchi, j'ai répondu. Je dis clé. أنا بالعربية جاوبت ليه كلا أستاذ أنا تنظن أنه
لو بواحد معجزه اليوم يوسف متشفين فاق بالقبر وسولتي هذا السؤال دونك انا خرجت راسي من المسؤوليه ما بقيتش نجاوب خرجت لانه مسؤوليه كبيره قلت له مثلا تخيل معايا فاق يوسف متشفين اللي صوب الكتبيه وريت ليه الجامع الحسن الثاني وقلت ليه هذا السؤال تنظن قلت ليه هاش غادي يجاوب غيقول لك انه الاسلام لم يتحرك باقي لانه l'architecture est important elle dénonce je vous l'ai dit tout à l'heure هي تقول لك شنو كاين واخا elle dénonce parce qu'on a dans la tête Hitler a construit Mussolini a construit allez voir ce qu'ils ont fait c'est une architecture de force de biceps d'exhibition de la force les colons قلت لي غادي يقول لك الاسلام لم يتحرك لانه انا ملي كتب لي خير من هذا الشيء هذا اللي درته دابا داز اسبوع دار في الجريده العالم المقال قال كذا 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 هذا اللي لانه je ne suis pas pour les aspects folkloriques mais je suis pour l'interprétation moderne des choses tout simplement. Aujourd'hui, on ne parle pas l'arabe des Sibawai ou des Omro ou Kais ou des Abba. On ne peut pas faire les mêmes poésies, المعلقات لأنه واحد بالفرنسية ما تتكلموش بالفرنسية ديال البوتان كل شيء يتطور tout se simplifie tout se vulgarise c'est l'école des Bauhaus qui nous a donné cet enseignement أنه خاصنا المعلقه بقات معلقه البراد بقى البراد التبصير هو التبصير ولكن مخصصه بواحد الفئات ديال الاجتماعيه اللي هي باينه اللي هي البورجوازيه هي اللي كانوا تياكلوا في هذا الشيء هذا بالفورسيطه والسكيبه واحد ادوات منزليه خاصه فملي جا الباوهاوس علم الى فيلغاريزي لا فورشيت ولا ولات اندستريال ما بقاش لازم تكون بالذهب ولا بالفقره تكون بواحد لانياج تكون كذا اللي ولا كلشي كياكل بها كلمه تعمم ولهذا باش تكون ديمقراطيه انه كلشي انه يوصلوا نفس الشيء لا موسكي حسب اليوم الى جينا نبنيوها تقام علينا 10 حتى 15 مره الثمن باش تقامت هذه تقريبا 40 سنه تقريبا هي 38 سنه بالضبط باش السنه تلاقت حسب فهذا هو اللي يبقى مخصص لواحد الفئه اللي هي متميزه من المجتمع. Merci. Comme on n'a pas beaucoup trop de temps, je prendrai une dernière question. Alors, je ne pourrais pas prendre une question d'un étudiant pour pouvoir permettre aussi d'un architecte d'intervenir. Donc, Madame Melika Arossi, trésorière du Conseil régional des architectes, pardon, excusez-moi, Melika, secrétaire générale effectivement, et enseignante à EPAMAD. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Tout d'abord, je vous remercie, Monsieur Rachid, parce que vous êtes notre exemple, vous êtes notre fierté, vous êtes beaucoup de choses pour nous. Mais par contre, je ne peux pas ne pas parler. Et d'abord, merci aussi de mettre le point sur cette connaissance de notre histoire, de l'histoire de l'architecture, pour pouvoir évoluer et pouvoir concevoir. Mais tout d'abord, une petite question. Si vous devez vous inscrire dans un style particulier, lequel? J'aimerais bien savoir où vous vous inscrivez. Bien sûr, post-Bauhaus, modernisme, ainsi de suite. Mais ce que je voudrais poser une question, mais aussi demander votre avis. Vous parlez de folklore. Je pense qu'on a le droit de ne pas être d'accord avec l'évolution au niveau de l'adaptation du patrimoine. Dans le sens que si je veux rester folklorique et avoir cette approche par rapport au patrimoine,
c'est aussi une vision des choses. Ce n'est pas négatif, c'est ce que je voulais. Est-ce que vous pensez que c'est négatif à ce point? Dans le sens que vous-même, vous dites l'arc, impossible, vous êtes militant dans ce sens, vous avez le droit. Mais est-ce que vous ne donnez pas le droit à d'autres architectes aussi d'avoir d'autres conceptions? Ne pas s'intégrer par la rupture, ou l'inverse, s'intégrer par l'utilisation de ce langage, de ces marqueurs, d'une certaine période de stylistique déjà existante de l'Antiquité. Merci beaucoup. Franchement, votre question est pertinente et difficile à répondre, mais elle invoque chez moi une parole de Voltaire qui avait dit que je ne comprends pas ce que vous dites, mais je défendrai jusqu'à la mort votre droit de le dire ou de le faire. D'accord? Donc ça c'est la règle, la démocratie, c'est-à-dire que moi je ne crois pas à ça. Je ne dépends que de moi. Mais les autres, ils peuvent le faire. Et ils ont le droit de le faire. C'est ça ce que je veux dire. Mais je ne suis pas d'accord. Comprenez? Mais je suis un militant pour que le droit soit donné à tous de dire ce qu'ils veulent, le contraire de ce que je pense moi. واختلاف الرأي لا يفسد في الود قضية. هذه يعني فولتير وهذا ما تكون اللي قالها هذه الكلمة. ف كنت جاي واحد الصديق قال لي علاش انت تديروا هادشي بالفرنساوية؟ قال راه l'enseignement de l'architecture se fait en français. قال لي نهضروا شوية بالعربية. دونك أنا طالب أنا أولا هادو يعني مجموعة أشياء، سان انسومبل ديليمون. أنا لا أنتمي إلى مدرسة متفردة أو يعني مخروقة. أنا ماشي مخروق، أنا كنت يعني كنت شوية في الأوائل ديالي كشاب، باسكو أنا كنت نقول أنا مناضل وأنا ثوري، هادشي اللي تيتحرني. كنت مشيت للحزب الشيوعي مع صديقي الكبير نبيل بن عبد الله، وحنا طلبة، ونبيل كمل في المسيرة ديالو ونجح فيها، ولكن أنا قلت غادي نمشي في المسيرة ديالي كمهندس، وفي الهندسة غادي ندير الثورة. ما درت يعني كنا في الحلم، في الزيديو ديالنا، في الأحلام ديالنا، ولكن مع الزمان تختلف وتولي مهجني hybride. Je suis un architecte hybride, où je vois Casablanca, où il y a des choses qui me plaisent, il y a des choses qui m'inspirent et d'autres, mais les interprétations restent la mienne. أنا اللي كندير ترجمة الأشياء بالصفة اللي هي داخلة في الاعتقادات ديالي وفي القناعات ديالي الشخصية اللي هما اللي تختلفوا على الآخرين. فكل واحد فينا عنده حق باش qui s'exprime comme il veut. ولكن خاصنا انا كنت كما قلت الصديق ديالي سي مختار ميمون انه كان البارح نهار الخميس كانت عندي افتتاحيه في الليل، وفي النهار كنت ممبر دان جوري بريزيدي بار سي بكري بن عبد الله بور ديزيني لي جون ارشيتكت الى اخره. كان شي حفل ما مشيت للحفل ماشي مهم، ولكن انا قلت لهم هذا هي المناسبه يمكن بما انه انا متواجد معكم في هذه النخبه هذه ديال لي جوري باش يكون ان ديبا اركتيكتورال. جا الوقت ديال لو ديبا باش نتكلموا على هذه الاشياء هذه اللي عنده الحق اللي ما عندوش الحق، شنو بغا يدير كيفاش الى اخره، لانه هذا لو ديبا هذا هو اللي تيجعلنا انه نزيدوا شويه في الجماليه. On sublime un peu plus notre profession par le dialogue, par l'échange. وتنظن اليوم جاء الوقت انه باش تكون مناظره وطنيه على ان بيلون فين وصلت الهندسه، لانه يا با دو كريتيك، لان اليوم سي لا كريتيك كي فو اركتيكتورال، اون لا با دو كريتيك. ما جاش ما عمر شي واحد ما جا قال لي هذه ديالك يعني ما تنهضرش هكا، يمكن تكون وني في شي قراءه جا شي واحد الى كريتيكي مون اركتيكتور et je dois lui répondre. Il n'y a pas ce dialogue, il n'y a pas ce rapport, il n'y a pas cette dialectique
encore اللي هي ملزومه اللي خصها تكون واجبه تكون في المهنه ديالنا اليوم حنا تنفتقدوها. وعندنا دابا هاد 6 سنوات اللي قدامنا ديال اللي غادي نقدموا فيها تظاهرات اللي هي كونيه عالميه يونيفرسيل ديال لا كوب دي موند اللي خصنا نكونوا كاملين في الموعد كاملين، لا من الناحيه الاجتماعيه ولا الاقتصاديه ولا الرياضيه ولا الترفيهيه ولا بجميع لي دونك طول لي سونس اي توت لي ديمونسيون نكونوا في المستوى. فتجهيزات موجوده وكل شيء، والقفزه النوعيه الاجتماعيه اللي خصها اليوم تكون عندها واحد يعني تكون مخصصه لها واحد القسط كبير من الاهتمامات اللي خصهم يكونوا مثل اللي هما اللي كاينين اليوم في التجهيزات. فالقفزه ديال الاجتماعيه والمستوى ديالها هو اللي خصو نزيدوا به كاملين. وحنا الا ما زادوش به هاد النخبه المثقفه والناس اللي راه يعني غادي يكونوا ما عندوش الدور ديالهم الاجتماعي. حوار شيق. ناخذوا تدخل واحد اخير ديال مدام دليلة فيس بريزيدونت سيكتور بوبليك. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup pour la qualité de votre exposé, pour le temps que vous avez pris pour partager avec nous toute votre expérience. J'admire beaucoup votre démarche. D'ailleurs, c'est la même démarche que j'enseigne toujours à mes étudiants. Le patrimoine, il est important, mais il faut le comprendre au-delà des formes. Parce que finalement, quand vous avez dit les arcs, les tuiles et tout ça, c'est une expression plastique de certaines valeurs et de certains préceptes qu'il faut comprendre d'abord pour pouvoir faire l'architecture marocaine, parce que ça dépasse les formes, ça dépasse la matière parfois, ça concerne l'espace, la pratique de l'espace, ça concerne les relations sociales, les relations familiales. Donc ces préceptes, donc mon seul conseil que je donne toujours à mes étudiants, c'est qu'il faut comprendre le patrimoine et non pas reproduire les formes qui traduisent ce patrimoine. Je vais revenir peut-être au projet du théâtre de Casablanca. Je sais qu'il a fait beaucoup de polémiques, mais moi, j'ai une petite... Vous avez dit, il n'y a pas beaucoup de gens qui vous critiquent, qui critiquent les projets, je veux dire, donc je me permets. C'est pas une critique, mais plutôt, je sais pas, un questionnement par rapport à la place. Donc, je sais que les Casablancais, ils ont un attachement affectif à cette place, avec le Khassa, Serki Hamam et tout, donc c'est dans leur mémoire collective. Vous avez choisi cette fois-ci d'imposer un petit peu votre vision des choses. Donc vous avez restitué la configuration de la place initiale. Peut-être qu'il n'a jamais été réalisé, si j'ai bien compris l'emplacement. Donc de la fontaine. La fontaine, c'était toujours là où il était, là où les habitants le connaissent. On sait très bien que le patrimoine, il est défini aussi par les communautés. Le patrimoine, il n'est jamais défini par la datation, par la date ou par les gens qui l'ont construit, mais par l'attachement des communautés qui définissent le patrimoine. Donc, vous avez parlé, l'architecture, c'est public. Donc, ce public qui sont les Casablancais, ils ont cet attachement à cette place. Ils ont toujours connu la fontaine dans cet emplacement, les arbres. Je sais que c'est très osé, parfois l'architecte, il faut qu'il soit audacieux quand même. Donc, je vous salue. Je sais que c'est une démarche un peu audacieuse, mais la polémique qu'il a fait, je pense que c'est tout à fait légitime parce que les gens, ils ont cet attachement affectif avec l'espace et ils ont toujours connu cet espace de cette configuration-là. Donc, le fait de le changer, c'est un geste d'architecte finalement. Donc voilà, c'était juste une petite intervention. Merci. Non, merci pour votre remarque. Elle est encore une fois intéressante pour moi parce que, au même titre que ces gens dont vous parlez, qui ont vu la fontaine, qui ont chéri cette place, qui l'ont vécue
qui ont fait des photos. Il est vrai qu'ils se sont habitués à cette place. Il faut penser aussi aux gens qui étaient là avant la fontaine aussi. Il y a des gens qui étaient là et qui ont vu une fontaine venir les priver de leur espace public, l'agora. Ce que Socrate a dit au départ, les premiers pas de la démocratie, c'est le lieu. La place. والعربية تنقول لها المشوار الساعة والمشوار المشوار هو التشاور هو la concertation le lieu on a enlevé à Casablanca la concertation pour mettre une fontaine j'ai réhabilité l'histoire tout ceci arrête pour vous dire entre guillemets ni moi ni vous on a raison vous savez qui c'est qui aura raison c'est le temps le seul juge c'est le temps qui dira est-ce qu'on a fait bien ou pas. Est-ce que je ne sais pas les gens de la fontaine ou les gens qui ont de la fontaine. Quand les gens qui ont de la fontaine, toute la gauche marocaine, c'était leur place. Le 1er mai, aller de là-bas. أنا وجلسين عند الخميس 65 كنت في الإضرابات ننزلوا الناس من الليسي مع الخميس حتى لابلاص محمد سيد أنا تنقل مكان في لا فونتين. إذا أنت أنا عندي الحق باش نقول هذيك لا فونتين راه ما كانتش هذيك لا فونتين بالنسبة لي مي كونفيكسيون أنها ماشي بناية هذيك تهديم هدمات لي فالور ديال لا بلاص qui sont plus importants que mais la fontaine puisqu'elle était là راه هزيتها وديتها لبلاصة أخرى وراه مبنية ولي كازابلانكا باقي تتصوروا مع الحمام واخا جو سوي كونتر الحمام الحمام سي اون سورس دو مالادي اي دو بروبليم اون اوروب تيحيدوهم حنا عاد تيجيبوهم سي سا لو بروبليم دونك حنايا نو سوم دي بروفيسيونيل عندنا responsabilité en tant qu'architecte plus que les autres et c'est pour ça qu'il faut dans toutes les valeurs que j'ai énoncées tout à l'heure à l'étudiante ou les trois questions qui se lient entre elles. La valeur, vous l'avez dit, merci, de l'audace, c'est aussi une valeur de l'architecte. Il faut être audacieux en architecture. Vous savez pourquoi? Parce que l'architecte ne peut pas dire que quelqu'un qui n'est pas public. On est public, on se dévoile, on s'installe dans la ville. On est un morceau de la ville, l'architecte. L'architecte, non, on est un morceau de la ville aussi parce que c'est quoi la ville? C'est la somme des architectes. Merci. Donc, il est temps de conclure notre réunion aujourd'hui. Masrina, Sébekassi et Rachid. Je vous remercie tous d'être là. Je remercie particulièrement les étudiants, la représentation de 4 ou 5 écoles, 5 ou 6 écoles, je pense. C'est formidable. Bon, ça ne se fait pas très souvent. Je remercie les architectes aussi, nos collègues qui sont avec nous. Je remercie particulièrement Mohamed Hakam et Pamad d'avoir organisé avec nous cet événement, surtout eux qui l'ont organisé, nous on y participe. C'est une excellente chose qu'il faudra refaire. Et bien évidemment, je dois remercier Rachid pour l'excellent travail, l'excellente présentation qu'il nous a faite, non seulement pour l'excellent travail qu'il a fait, et la féliciter pour son œuvre, pour son travail en tant qu'architecte, et aussi le remercier pour la passion qu'il nous a montré aujourd'hui, qu'il porte à ce métier. Donc voilà, merci encore à tous, merci c'est Rachid. Il y a une petite collation que nous offre Epamad, et après à partir de 15h, nous aurons une petite exposition à notre conseil, nous inaugurons une petite galerie d'exposition qu'on vient de monter pour l'occasion, et ce sera l'occasion de voir quelques panneaux que nous a aimablement laissé voir c'est Rachid. Merci à vous encore et bon après-midi à tous.